Et notre honneur de vous compter parmi les milliers de téléspectateurs de Web Information TV. Vous nous regardez à travers le monde. Bienvenue à suivre cette très belle émission que vous chérissez très bien. L'émission s'appelle Entretien. Cette émission reçoit pour aujourd'hui celui que vous appelez Nikez Kibelbel, un journaliste, un chercheur, un écrivain qui débat toujours différentes thématiques de la vie quotidienne de la population congolaise. Aujourd'hui, vous le savez très bien, la déclaration du gouvernement congolais partant de son ministre des Communications, qui est donc Patrick Mouyaya, continue à couler beaucoup d'encre et salive. Lui qui a dit que le gouvernement serait prêt de débattre ou de dialoguer avec des partis en conflit. Monsieur Nikezo Kibelbel, bonjour et bonne arrivée. Bonjour et merci beaucoup. Vous avez suivi la déclaration de Patrick Mouyaya sur TV5 Monde. Dites-nous, en gros, comment est-ce que vous avez trouvé d'abord ces réflexions? Merci beaucoup. Le ministre Mouyaya a donné le point de vue du gouvernement, parce qu'il est le porte-parole du gouvernement, selon lequel le président Tshisekedi accepte la négociation, mais cette négociation ne peut se passer qu'avec le président Paul Kagame. Et qu'il ne peut pas négocier directement avec le M23, parce que le M23 est selon ses propres termes, un pantin. Donc voilà un peu, en gros, ce que je retenu de la sortie médiatique du ministre Patrick Mouyaya. Quelle est la différence fondamentale entre les deux processus? Je parle du processus de Nairobi et du processus de Luanda. Ah, merci beaucoup. Et effectivement, le processus ces deux processus différents. Le processus de Nairobi, piloté par l'ex-président Uhuru Kenyatta, vise parce que ce n'est pas encore éteint, à mettre autour de la même table tous les groupes armés qui opèrent sur le territoire congolais. Tous les groupes armés, y compris le M23. Donc, le processus de Nairobi concerne tous les groupes armés unanimement autour du président Uhuru Kenyatta pour débattre afin d'arriver à la paix. Ça, c'est le processus de Nairobi. La feuille de route de Luanda, par contre, ne concerne pas les groupes armés. La feuille de route de Luanda ne concerne que deux pays. C'est au niveau étatique, si vous voulez. La République démocratique du Congo, c'est-à-dire le président Félix Tshisekedi, débat ou discute, dialogue avec le président Paul Kagame. C'est ça la feuille de route de Luanda. Alors, la feuille de route de Luanda va plus loin en disant, après ces négociations ou ces dialogues, il y a la feuille de route qui est établie, c'est-à-dire que le gouvernement congolais, selon la volonté du gouvernement rwandais ou selon les desiderata du gouvernement rwandais, doit produire un plan de neutralisation des FDLR. Et le gouvernement congolais demande au gouvernement rwandais de retirer ses troupes de la RDC. Alors, il y a un volet M23 aussi dans la feuille de route de Luanda. Le volet M23, il est dit ceci, que le M23 fait le précantonnement à Rumangabo. Et dans le précantonnement, les Congolais qui sont dans le M23, une fois triés, ils sont envoyés à Kindu, dans les Maniema. Pour faire quoi? Pour les cantonnements. Ok. Maintenant, les étrangers qui sont dans le M23, chacun retourne dans son pays. Donc voilà un peu la différence entre le processus de Nairobi et la feuille de route de Luanda. Alors, dites-nous, monsieur Nikez Kibelbel, parlant du processus de Nairobi, le M23 a été refoulé, pour ne pas dire chassé de ce processus. Est-ce que cela ne va pas compromettre la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo? Le M23 n'a jamais été refoulé ni chassé. Le M23 a estimé qu'il avait des revendications spéciales à lui et qu'il ne pouvait pas se retrouver autour d'une même table avec les autres groupes armés. C'est comme cela que, en voulant se soustraire aux autres et au refus de la RDC de les considérer comme un groupe armé à part, le M23 a lancé l'offensive. Donc le M23 n'a jamais été chassé ni refoulé, mais de lui-même,
il a refusé de s'asseoir avec les autres groupes armés et de lui-même, il a lancé directement l'offensive sur Bunagana. Ah bon? Ouais. Mais en fait, selon les informations à notre possession, on dit que c'est surtout les processus qui auraient chassé les M23. Quand vous venez de les clarifier, merci beaucoup. Dites-nous, quel processus selon CD qui peut vraiment apporter la paix dans l'Est de la RDC? Alors, merci beaucoup. Vous voyez, la question de l'insécurité ou du conflit en RDC a deux volets. Il y a le volet interne et le volet externe. Selon une approche admise par toute la communauté internationale, pour avoir la paix en RDC, il faut partir de la feuille de route de Luanda. Okay. À ce moment-là, parce que dans la feuille de route de Luanda, vous avez le Rwanda qui dit qu'il doit sécuriser ses frontières, il craint que l'FDLR puisse créer un deuxième génocide, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il soutient tout groupe armé qui peut être comme un paravent, qui peut, comment dirais-je, protéger ou défendre sa souveraineté. Ça, c'est la version rwandaise. Je caricature un peu. Okay. Alors, la communauté internationale estime que si Kigali et Kinshasa arrivent à trouver un accord, d'ailleurs ils ont trouvé, ils ne l'ont jamais signé, ils ont trouvé un accord qu'on devait signer le 15 décembre 2024. Et comme vous le savez, le jour de la signature, le président Kagame n'est pas arrivé. Et après, nous sommes arrivés à la guerre. Donc, signer cet accord-là, où il y a d'un côté la RDC qui accepte avec un plan de neutralisation des FDLR, et de l'autre, le Rwanda qui accepte de retirer ses troupes du territoire congolais, amènerait la paix. Okay. Mais une fois que cette feuille de route n'a pas été signée au 15 décembre, pour des raisons sûrement, vous allez poser des questions, pour des raisons évoquées par le Rwanda, tout a capoté. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut selon vous pour que cette signature soit encore une fois faite, bien sûr? Alors, le Rwanda a évoqué une raison qui revient pratiquement, on tourne en rond avec cette raison. Le Rwanda a dit, le jour de la signature, le président Kagame n'est pas arrivé pour le motif avancé, dit il faut d'abord négocier avec la M23 avant que le Rwanda n'accède à vos négociations. Donc, vous comprenez, le Rwanda posait comme préalable que le gouvernement congolais négocie d'abord avec les M23. Alors qu'ils étaient déjà très avancés, il faut que je souligne aussi qu'au mois d'octobre 2024, à Goma, à l'hôtel Serena, ils sont arrivés, donc toutes les délégations sont arrivées et ils ont signé ce qu'on a appelé le mécanisme de vérification, je pense, avancé ou bon, quelque chose, MAV, mécanisme de vérification. Alors, ces mécanismes disaient ceci, à peu près, que chaque partie au conflit de la CIRGL enverrait des agents de liaison qui participeraient ou bien qui formeraient l'équipe de vérification sur le retrait des troupes rwandaises de la RDC. Alors, jusqu'à l'heure qu'il est, le Rwanda n'a jamais envoyé ses hommes. Il avait prétexté qu'ils étaient en route pour arriver. Vous voyez, ça fait déjà 2 mois qu'ils sont en route pour arriver à Goma pour le mécanisme de vérification élargi ou renforcé. À quoi ces deux processus sont complémentaires? Et dites-nous, et à quoi ces processus sont profitables à la paix dans l'Est de la RDC? Oh oui, les deux processus sont complémentaires, raison pour laquelle d'ailleurs l'EAC et la SADC ont demandé qu'on fusionne. Et des deux, même au niveau de l'Union africaine, on a aussi demandé qu'on fusionne. Et enfin, on a finalement nommé 3, si je peux les appeler médiateurs, pour ce processus. Vous avez Uhuru Kenyatta qui est resté, vous avez l'ex-président Obasanjo, qui a une expérience parce qu'à l'époque du CNDP, c'est lui qui, avec Louis Michel, qui a mené aux négociations. Et puis vous avez, je pense, l'Éthiopien ou l'Érythrée qui arrivent aussi. Donc on a renforcé. Ces processus, les deux processus sont complémentaires. Pourquoi? Parce que la communauté internationale, à l'analyse des faits, trouve que si le Rwanda et le Congo arrivent à signer la feuille de route de Luanda, c'est-à-dire le Rwanda retire ses troupes de la RDC, le Congo neutralise les FDLR, après on peut passer aux groupes armés. Donc, au fait,
c'est comme nous disons, comme vous avez bien posé la question, ils sont complémentaires. Mais il faut maintenant une volonté politique pour que les deux puissent aboutir. Et c'est là où tout bloque. À quoi ces processus sont profitables à la paix? Mais oui, parce que d'abord, vous savez qu'avec l'offensive de la RDF M23, toute la sous-région est en ébullition. Et vous savez, les Burundis avaient déjà crié que cette avancée déstabilisait le Burundi. Et il a raison. Aujourd'hui, il y a quand même une bonne partie des Congolais qui sont au Burundi comme déplacés, comme réfugiés. Donc, le fait de trouver un terrain d'entente, de trouver un compromis autour d'une paix qui stabilise la RDC, cela entraîne ipso facto une paix, une stabilité dans la région des Grands Lacs. Parce que dans la terminologie ancienne, la région des Grands Lacs, c'est le Rwanda, le Burundi et la RDC. Ouais. Bon, excusez-moi. Dans la nouvelle terminologie, c'est la CIRGL, qui prend aussi d'autres pays, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que la paix en RDC sera comme une sorte de contagion pour toute la sous-région, pour ne pas dire toute la région. Ah bon. Alors, dites-nous, monsieur Nikez Kibelbel, quelle est la grande solution ou bien la grande raison qui peut faire à ce que les M23, l'AFC, les mouvements M23, AFC puissent se retirer du sol, là où, disons, de l'espace occupé? Alors, vu de l'extérieur et de Congolais, notamment du président de la République, Félix Tshisekedi, si on discute avec le Rwanda, et que le Rwanda retire ses troupes, on va à la solution. Pourquoi? Parce que l'expérience a démontré que à chaque fois qu'on discute uniquement avec les rébellions ou les rebelles, on ne fait que reculer les chances de solution. Et on a dit, avec l'AFDEL, il n'y avait pas de discussion, mais au moins avec le RCD, il y avait des discussions. Les discussions ont abouti à 1+4, ils ont abouti au brassage des troupes, ils ont abouti à une reconfiguration politique où tout le monde se retrouvait au pouvoir. Mais après 2003, quand tout le monde croyait qu'on a eu la paix, il y a eu le CNDP qui est né, avec des revendications qui n'avaient rien à voir avec les premières revendications. Bon, le CNDP est né, nous n'allons pas entrer dans les détails. J'ai cité tout à l'heure Obasanjo, qui avec Louis Michel sont allés voir Laurent Kunda à Kichanga, ils ont parlé. Je me souviens d'une phrase que Obasanjo a dit à Laurent Kunda. Il lui a dit, petit frère, tu as réussi en tout, mais il te reste une chose. Alors, il lui dit, je te dirai le moment venu, la chose qui te reste. Laurent Kunda a supplié Obasanjo. Obasanjo lui a dit, il te reste la prison. Voilà. Donc, voilà un peu une prophétie, une mauvaise prophétie qui est arrivée. Alors, après le CNDP, il y a eu la conférence de Goma, il y a eu des discussions. Après la conférence de Goma, il y a eu les discussions du 23 mars 2009 qui ont abouti à l'accord du 23 mars et qui a engendré le M23. Donc, il y a eu autant de discussions où on disait que c'est un problème uniquement congolais, congolo-congolais, trouver des solutions au Congo. Alors, la communauté internationale, les analystes, la République démocratique du Congo, sur base de ces éléments-là, a estimé ou estime que discuter directement avec le M23 et AFC, ça serait simplement reculer la paix. Il faut aller, comme on dit, attaquer le taureau à domicile, c'est-à-dire aller chez le patron, discuter avec le patron, et le patron est le seul à pouvoir donner des ordres pour que la paix s'installe dans la sous-région. Enirimer faisant étant d'une troupe de SADC, ou bien SADC, je voulais dire, une troupe de SADC qui viendrait, EAC SADC, qui viendrait sécuriser les espaces qui sont conquis par les M23. Ça continue de circuler sur les réseaux sociaux. Dites-nous, qu'en pensez-vous? Bon, en principe, je ne répondrai pas aux rumeurs, pour la simple raison que le vendredi passé, les chefs d'état-major généraux de toutes les armées et de l'EAC et de la SADC, y compris les FARDC et la RDF, s'étaient retrouvés à Nairobi.
Ils ont discuté à Nairobi parce que dans le plan de l'EAC et SADC, il a été dit que les chefs d'état-major devaient se retrouver, étudier deux possibilités. La première possibilité, comment ouvrir le couloir humanitaire pour apporter de l'aide aux populations de Goma et de Bukavu. Et la deuxième possibilité, c'était étudier assez rapidement le plan de la réhabilitation de l'aéroport de Goma qui a été affecté pour permettre aux avions d'atterrir. Donc, c'est ça qui a été dit officiellement. Ils se sont réunis vendredi et le 28 février. C'est une réunion des chefs de l'État. Le 28, donc d'abord, c'est la réunion des chefs d'état-major généraux. Maintenant, le 28 février, ça sera la réunion des chefs d'État pour valider ce que les chefs d'État, les militaires ont décidé. Les experts militaires ont décidé. Donc, la rumeur là, nous ne répondrons pas à la rumeur parce que la vraie information est que le 28 février, les chefs d'État vont se réunir et à la sortie de leur rencontre, nous saurons si on avance ou on recule. Et d'ailleurs, l'Union européenne, pour ne pas anticiper, dans les paquets de sanctions qu'il a prises, et elle a bien dit que nous attendons le 28 février, la réunion du 28 février, pour voir si nous pouvons serrer davantage ou laisser les sanctions prises jusque-là. Voilà, je voulais que vous puissiez éclaircir parce que cette émission a aussi un caractère informatif. J'aimerais également que vous puissiez informer la population de ce que vous venez de faire et nous vous en remercions. Pourquoi la rencontre du 15 décembre 2024 avait échoué selon vous, Nikez? Alors, une analyse simple dit ce ceci. Si le président Kagame avait répondu présent à cette rencontre, ils allaient signer la feuille de route de Luanda. Et la conséquence aurait été que le M23 AFC devait cesser d'exister. Parce que le parrain prendrait la responsabilité de résoudre ces problèmes. Alors, le président Kagame, ayant compris que c'était, s'il signait, il se mettait la corde au cou, il a simplement préféré ne pas se présenter et il a posé le problème d'un dialogue direct entre le M23 et le gouvernement congolais. Voilà, c'est très important ce que vous venez de dire. Une autre question, Nikiezo. Quelles sont les revendications principales, selon vous, du M23, si vous avez déjà eu le temps d'y réfléchir? Alors là, je ne saurais pas donner des réponses assez claires et satisfaisantes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est une coalition. Pendant longtemps, c'était le M23 qui avait ces revendications. Aujourd'hui, c'est le M23, l'AFC. Alors, nous ne savons pas si c'est les deux ont coalisé pour donner un même cahier de charges ou si chacun a son cahier de charges. Je me rappelle que j'ai donné un exemple avec les ADF Nalu. Je l'ai dit, lorsque les Nalu, qui sont les Bakonzo, qui sont essentiellement une communauté ethnique Bakonzo de l'Ouganda, ont coalisé avec les ADF qui sont des islamistes, ils ont formé ADF Nalu. C'est-à-dire que chacun, tout en restant dans la coalition, chacun avait ses revendications, avait son idéologie. Et lorsqu'en 2008, le président Museveni a signé l'amnistie pour les Nalu sont retournés en Ouganda. Et les ADF sont restés au Congo parce que chaque groupe avait son idéologie. Et en restant au Congo, aujourd'hui, les ADF ont fait allégeance à l'État islamique. Donc, il est difficile pour moi aujourd'hui de donner les cahiers des charges de l'AFC M23 parce que, jusqu'à preuve du contraire, c'est deux entités différentes qui ont coalisé. On vous a invité comme journaliste, Nikez, c'est pourquoi on vous a posé cette question, parce que vous êtes un journaliste d'investigation et nos téléspectateurs vous connaissent en tant que tel. Merci beaucoup. La négociation avec les groupes armés pourrait-elle permettre une paix durable en République démocratique du Congo? Alors, c'est une problématique difficile parce que nous avons des groupes armés locaux et des groupes armés étrangers sur le sol congolais. Ce qui est contraire, parce que nous avons des Burundais sur le sol congolais, nous avons des Rwandais sur le sol congolais, nous avons des Ougandais sur le sol congolais, mais nous n'avons pas de rebelles congolais sur leur sol. Donc tous les pays de la région, tous nos voisins ont leurs groupes armés chez nous. Sur notre sol. Ce qui signifie que
Pour résoudre ces problèmes-là, il faut la participation de tous ces pays-là. Parce que nous pouvons bien, les Congolais, les groupes armés locaux peuvent dire « nous déposons les armes ». Mais ils vivent en cohabitation avec les groupes armés étrangers. Donc il faut nécessairement, c'est une dynamique sous-régionale. Et dans cette dynamique sous-régionale, c'est comme ça que la première des choses qu'on demande à tous les pays voisins, ou à tous les pays de la CIRGL d'abord, c'est de ne jamais favoriser ou encourager ou soutenir un groupe armé contre un État membre. Malheureusement, ça c'est sur papier. La réalité est que ça ne se fait pas de cette sorte. Donc il faut nécessairement, à tous les niveaux, qu'il y ait dialogue à l'interne et à l'externe pour trouver la paix. Pas seulement en RD Congo, mais dans la sous-région. Ça c'est très important, c'est dans la sous-région. C'est dans la sous-région, selon Nikes Kibelbel. Le gouvernement congolais a-t-il posé des conditions claires pour entamer ces négociations avec surtout les groupes armés? Je parle du processus de Nairobi. Non, dans le processus de Nairobi, la démarche elle est simple. Le président Uhuru Kenyatta les écoute, donc écoute les groupes armés. Les groupes armés donnent leurs doléances, leur cahier de charges, et on analyse. C'est ça, le processus de Nairobi. Ce n'est qu'au niveau de la sélection des cahiers de charges que le facilitateur viendrait voir le président de la RDC pour dire voici ce que les groupes armés exigent. Et à ce moment-là, on pourra trouver des solutions. Généralement, c'est non, pas comment on dit, amnistie, tout ça, ainsi de suite, gouvernement d'union nationale, des choses pareilles. Généralement, c'est ce qu'ils demandent. Parce que dans les groupes armés, vous avez des groupes armés qui ne sont que des bandits, qui ne sont là que pour tracasser, pour prendre des taxes, ainsi de suite, qui n'ont aucune idéologie. Ça existe. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous posez la question dans ces groupes armés, qui sont les leaders? On ne les connaît presque pas dans les groupes armés, les leaders. Ils n'ont pas les leaders souvent. Non, ils n'ont pas de leaders parce qu'il y a des groupes armés qui naissent, quand ils se battent, et un autre groupe, c'est plus pour racketter la population. C'est plus pour racketter la population. Peut-être la dernière question que j'ai préparée pour nos téléspectateurs, M. Nikes Kibelbel. Dites-nous, quelle est la légitimité du gouvernement congolais lorsqu'il décide, ou bien donc si une fois il décide de négocier avec le M23? Le gouvernement congolais garde toute sa légitimité parce que d'ailleurs, lorsque un groupe armé prend les armes, il dit d'abord, nous devons négocier, même le M23 parle de négociations. C'est le gouvernement congolais qui refuse les dialogues directs. Donc le gouvernement congolais, c'est un gouvernement élu démocratiquement, a toute la légitimité. Il perdrait, je mets les conditionnels, il perdrait la légitimité si un groupe rebelle arrivait à Kinshasa et prenait le pouvoir. À ce moment-là, le gouvernement perdait la légitimité. Ça, c'est de un. De deux, s'il y a dialogue sur le schéma de Sun City, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est que, un, les institutions vont tomber, c'est-à-dire les législatifs, c'est-à-dire les parlements, Assemblée nationale et Sénat, ça va tomber, ça c'est sûr, certaines institutions, mais le président va rester. C'est lui qui va discuter avec les autres. Et la formule qu'on mettrait, à l'exemple 1 plus 4, excusez-moi, 1 plus 4, en 2003. Donc le président Kabila est resté, mais il a été secondé par 4 vice-présidents. Mais quelle est la conséquence directe? C'est que si ça arrivait aujourd'hui, la conséquence directe c'est quoi? C'est que le mandat entamé par le président Tshisekedi, ça tombe, on reprend à zéro. Parce que ce sont les nouvelles institutions, suivant les dialogues entre guillemets, qui redémarrent. Donc, on reprend à zéro, le président Tshisekedi il garde son poste, et aussi on dit 5 ans, il a 5 ans. Donc, c'est un peu les conséquences d'un arrangement à l'amiable, d'un dialogue. Mais vous savez, les juristes disent vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Voilà, c'est avec cette réponse que nous clôturons cette émission. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. L'émission s'appelle Entretien. Merci beaucoup, Nikes Kibelbel. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et nous considérons cela comme votre conclusion. Ah oui, merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous tirons les rideaux de cette émission. Merci de nous avoir regardés. À tous et à chacun,
Travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. Au revoir.